il est 19 heures et donc ça commence. Donc d'abord, bonsoir à tous ceux qui sont là, que je n'ai pas encore salués. Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième soirée thématique organisée par le collectif Se Fédérer. Soirée thématique consacrée donc au salaire à vie et au revenu universel, envisagé dans une perspective post-capitaliste. Alors, quelques mots d'abord sur le collectif Se Fédérer qu'organise la soirée. Le collectif Se Fédérer se propose comme une médiation permettant de créer un dialogue entre les théoriciens et les praticiens de l'alternative post-capitaliste et une médiation également pour diffuser et populariser cette alternative post-capitaliste auprès d'un public le plus large possible afin d'offrir à cette alternative la puissance du nombre qui pour l'instant lui fait un peu défaut et donc il faut que de plus en plus nombreux les gens prennent conscience qu'une alternative est possible, elle est non seulement pensée mais elle est pratiquée par de plus en plus de gens en de plus en plus de circonstances. Donc on a le souci de diffuser et de populariser à la fois les théories et les pratiques. Populariser, ça veut dire permettre au plus grand nombre de s'approprier les représentations liées à ces mondes-là. Et pour s'approprier ces savoirs et ces expériences, il faut être un petit peu actif dans sa propre formation. Et c'est la raison pour laquelle les soirées thématiques qu'on organise ont une forme un peu particulière, où à la fois il y a d'abord une séance en plénière, tout le monde est réuni autour de quelques orateurs ou oratrices qui vont faire des exposés. Mais il y a des moments aussi où le groupe se subdivise en sous-groupes qui vont être amenés à faire des ateliers de réflexion et de discussion en petits comités, parce que c'est dans ces ateliers en petits comités qu'on peut vraiment s'approprier les notions, les discuter, les problématiser, éventuellement les contredire, formuler des objections. Donc on va d'abord faire de la plénière pendant 1 heure, puis un moment en sous-groupe où ça va carburer en petits comités, et ensuite on reviendra en plénière. Alors, s'agissant des exposés, il y en a 4, ils vont durer 1/4 d'heure chacun. Il y a un exposé qui est proposé par Bernard Friot sur le salaire à vie, on y reviendra. Alors Bernard, c'est nous qui l'avons sollicité, on lui a proposé de faire un exposé puisque la proposition du salaire à vie était à l'intitulé de notre soirée, donc évidemment on lui a proposé de porter un exposé. Et ensuite, il y a 3 intervenants qui vont porter chacun un exposé. Ces intervenants-là sont des signataires du collectif Se Fédérer qui ont pris l'initiative de proposer un exposé. Le principe dans Se Fédérer, c'est que la parole circule et les savoirs se partagent. Donc, bien sûr, les signataires peuvent être amenés à faire des propositions d'exposés. On aura donc un exposé, après celui de Bernard Friot, on écoutera Nicole Tequet qui s'exprimera au nom du collectif Droit au revenu. On aura un exposé de Stéphane Pichelin, dont le nom apparaît sous la vignette, en fait, il apparaît comme Siegfried, mais en fait, c'est Stéphane. Il a emprunté le compte d'un copain. Et enfin, nous écouterons Christian Folliot, 1/4 d'heure chacun. À l'issue de ces exposés, on fera une petite pause technique d'environ 10 minutes, 1/4 d'heure. Et puis, au retour de cette pause, c'est là que ça se subdivise en sous-groupes. Et c'est pas vous qui choisissez avec qui vous allez discuter, c'est l'ordinateur qui va faire une espèce de truc aléatoire. Il va vous répartir en sous-groupes, maximum 6 personnes. Vous aurez 1/2 heure pour réfléchir en sous-groupe. Pensez bien à désigner un rapporteur dans votre groupe, rapporteur qui ensuite fera en plénière la restitution des réflexions, problématisations, questions qui ont émergé dans son propre atelier. Donc, on écoutera pendant une petite demi-heure les synthèses de chaque groupe et ensuite on redonnera la parole aux orateurs et oratrices des exposés liminaires pour répondre aux sollicitations, interpellations, objections qui auront été exprimées par les rapporteurs des groupes. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère, à peu près. Alors, ça c'était pour la forme de la soirée. Pour le fond, on a choisi donc de consacrer cette soirée thématique au salaire à vie et au revenu universel dans une perspective post-capitaliste, puisque dans une société post-capitaliste, qui est celle qu'on vise à se fédérer, il est impératif de se libérer de la double tyrannie de l'emploi dans sa configuration capitaliste, tyrannie de l'emploi sur nos vies individuelles, puisque l'emploi, c'est en société capitaliste le seul accès à la monnaie
Donc évidemment, on est un peu les otages de ce système-là, et on est d'autant plus les otages que l'emploi en modèle capitaliste tend à se raréfier, à être détruit par le capital qui cherche l'augmentation de son profit, souvent en détruisant de l'emploi. Donc, il y a vraiment une tyrannie à l'échelle individuelle dans le fait de ne pouvoir accéder à la monnaie que par l'emploi, lequel tend à disparaître. Et par ailleurs, il y a une tyrannie de l'emploi dans sa configuration capitaliste sur la collectivité dans son ensemble et sur le vivant, puisque c'est au nom de l'emploi que le capitalisme poursuit son entreprise productiviste, extractiviste, en disant mais on fait ça, alors donc on bousille la planète, mais on fait ça au nom de l'emploi, on fait de l'emploi. Et à chaque fois que les classes dirigeantes se mettent à défendre telle ou telle multinationale qui bousille notre environnement, qui bousille le vivant, à chaque fois la classe dirigeante dit bah oui, mais ça fait des emplois, hein. Donc on maintient ce type d'activité parce qu'on veut de l'emploi. Donc on voit bien que ce modèle est vraiment complètement destructeur, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle de la collectivité et du vivant, qu'il est urgent de repenser à la fois la question de la rémunération, l'accès à la monnaie. L'accès à la monnaie ne doit plus passer par la question du poste de travail et de l'emploi. Il faudrait envisager une sorte de rémunération inconditionnelle. Et puis, il faut aussi penser le travail en dehors de la conception capitaliste du travail, qui l'associe forcément, qui associe la production de valeur à la destruction du vivant. Donc, il faut repenser le travail et la production de la valeur qui soit détaché du projet capitaliste de valorisation du capital au prix de la destruction de la planète. Donc, ça fait pas mal de trucs à penser. Et dans cette perspective-là, les travaux de Bernard Friot autour de ce qu'on appelle désormais tous le salaire à vie, les travaux de Bernard Friot nous apparaissent évidemment comme une voie particulièrement salutaire. Alors, tout le monde appelle ça le salaire à vie maintenant. Je sais que Bernard n'était pas très favorable à cette qualification, mais c'est l'usage qu'il a imposé. Maintenant, quand on parle de ses travaux, on dit salaire à vie et tout le monde voit de quoi on parle, même s'il y a des nuances à apporter. Bernard nous parlera de sa proposition autour du salaire à vie. Mais il faut savoir qu'ici, dans un collectif qui a le souci de produire une alternative post-capitaliste, la notion de salaire et de salariat, elle est sujette à discussion et à polémique parce qu'il y a toute une tradition anticapitaliste qui considère que le salariat, c'est une aliénation dont il faut s'émanciper. Marx, il avait une relation assez hostile avec le salariat. Et du coup, proposer le salaire comme un outil d'émancipation anticapitaliste, ça semble paradoxal à beaucoup d'acteurs de l'alternative post-capitaliste. Donc, il y a tout un enjeu autour du terme même de salaire qu'il va falloir sans doute un petit peu examiner. De même qu'il y a un enjeu autour du terme de revenu qui est souvent proposé par les opposants. Certains opposants au salaire à vie vont proposer quelque chose plutôt de l'ordre du revenu. Mais le revenu aussi, c'est une notion qui peut faire polémique. Parce que le revenu, dans la société capitaliste, c'est ce qu'on attribue à des sujets de besoin. Les êtres de besoin, on va leur allouer des revenus, comme ça ils vont pouvoir satisfaire leurs besoins. Et considérer les humains comme des sujets de besoin à qui on va donner des petits revenus pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins, concevoir les sujets comme ça, en fait, c'est une réduction de l'humanité, de notre existence humaine, à laquelle justement on peut vouloir opposer le salaire, parce que le salaire, il nous reconnaît, nous, comme producteurs de valeur. Du coup, vous voyez, c'est déjà la guerre entre la notion de salaire et la notion de revenu. On va voir comment on s'en sort ce soir. Alors peut-être, plutôt que de sombrer dans la guerre lexicale, il y a une troisième voie à trouver, en fait, une sorte de catégorie plus neutre. Je ne sais pas, on pourrait parler d'une rémunération inconditionnelle. Je lance ça un peu au pif pour proposer de ne pas faire trop de fétichisation sur les mots. Rémunération inconditionnelle, dont il faudrait évidemment définir la forme et surtout le modèle de financement. Parce que ça aussi, c'est un autre problème des modèles de ressources, de revenus alternatifs, c'est comment c'est financé. Côté salaire à vie, avec Bernard Friot, on est sur un financement par la cotisation, la socialisation de la valeur. Donc là, ça va, c'est un modèle de financement qui s'émancipe totalement du capital et du capitalisme. Mais du côté du revenu de base, revenu universel,
il y a eu parfois des modèles de financement qui ont été proposés qui étaient en fait complètement greffés sur l'économie capitaliste. Et alors du coup, on n'est plus du tout dans une perspective post-capitaliste. Donc à chaque fois qu'on met en avant l'idée qu'il va falloir rémunérer les gens indépendamment de leur position dans l'activité productive, il faut toujours se demander comment on finance ça. Et si on finance ça avec le capital, du coup, on est peut-être en train de donner encore 100 ans de tranquillité au capitalisme au lieu d'essayer de s'en arracher complètement. Voilà, ça c'était donc un petit tour de problématisation liminaire. J'espère que c'était à peu près audible. S'il n'y a pas de difficultés techniques particulières, on va pouvoir commencer avec le premier exposé, celui de Bernard Friot, à propos du salaire à vie. Merci beaucoup, Judith. Merci beaucoup au collectif Se Fédérer et à tous ceux et celles qui sont là ce soir. Les seuls qui ont conservé leurs ressources pendant le confinement, ce sont des salariés. Les travailleurs indépendants, ils ont été dans les choux. Et ceux qui ont vraiment conservé la totalité de leurs ressources, ce sont les salariés de la fonction publique, les fonctionnaires et les pensionnés. Il y a évidemment aussi le chômage partiel qui a permis le maintien, parfois à des hauteurs importantes, du salaire chez des employés, c'est-à-dire chez des travailleurs qui, comme le rappelait Judith dans son exposé liminaire, sont payés pour leur emploi. Du côté donc de l'inconditionnalité de la ressource, celle qui est acquise quel que soit le rapport à l'activité, nous avons un déjà-là considérable, qui est le salaire. Car les fonctionnaires touchent du salaire et les retraités touchent du salaire. Les 3/4 des pensions sont calculées sans tenir compte des cotisations versées, aucunement. Ils sont calculés en fonction d'un salaire de référence qu'il s'agit de remplacer. Les retraités droit au salaire, ce sont des salariés, et c'est ce que la classe dirigeante veut supprimer, comme elle veut supprimer la fonction publique. Pourquoi est-ce que le salaire est cette institution qui assure la différence entre l'activité et le droit à ressources? Mais parce que c'est comme ça qu'il a été conquis contre la rémunération capitaliste. La rémunération capitaliste, c'est une rémunération à l'activité. On est payé pour son activité et on est travailleur que lorsque l'on fait une activité correspondant à une valorisation du capital. En dehors de ça, on n'est pas travailleur. On va être épargnant, ayant des droits liés à des cotisations passées, des choses comme ça, mais on n'est pas travailleur. On est travailleur par intervenance dans le capitalisme. La personne n'est pas reconnue comme travailleuse. Elle est posée, comme le rappelait Judith, comme un être de besoin qui va avoir droit du pouvoir d'achat, éventuellement un pouvoir d'achat inconditionnel à un niveau de revenu de base, mais elle n'est travailleuse qu'à la mesure de l'activité validée dans la logique capitaliste. Or, ce que le mouvement ouvrier a construit, et c'est un déjà là absolument considérable, ce que le mouvement ouvrier a construit, c'est précisément le salaire comme réalité anticapitaliste. C'est-à-dire comme réalité qui dissocie la mesure de mon activité de ma ressource. Ce n'est pas la mesure de mon activité qui décide de ma ressource. Alors, le mot décisif qui a été inventé par le mouvement ouvrier et imposé singulièrement par la CGT, parce que cette histoire-là est largement portée par la CGT au XXe siècle en France, c'est le mot qualification. La qualification n'a rien à voir avec le diplôme, ça n'est pas du tout, c'est le diplôme, c'est la certification. La qualification, c'est un mot qui est dans l'ordre de l'expérience professionnelle, et les postes, dans la convention collective du privé, obligatoire aujourd'hui, c'est une grande conquête du XXe siècle,
sont rangés par niveau de qualification, c'est-à-dire par niveau de contribution à la production de valeur économique. Et à chaque niveau de qualification correspond un salaire. Et lorsque l'on est payé dans le cadre de l'emploi, l'emploi c'est lorsque le poste de travail est enrichi d'un salaire à la qualification. Lorsqu'on est payé dans le cadre de l'emploi par un salaire à la qualification, eh bien, ce n'est pas notre activité qui est à la mesure, notre activité quotidienne qui est à la mesure de notre salaire. Notre salaire, c'est la qualification de notre poste. Et c'est pour cela que pendant le confinement, les employés ont pu conserver partiellement leur salaire. Parce que le salaire, y compris de l'emploi, c'est déjà une énorme conquête contre la rémunération capitaliste qui, elle, rémunère toujours une activité. Et qui le fait d'abord pour les travailleurs indépendants, puisque la figure type du travailleur dans le capitalisme, c'est le travailleur indépendant. La qualification, lorsqu'elle devient personnelle et non plus celle du poste, comme dans l'emploi, et c'est là que je rejoins tout à fait ce que disait Judith Bernard, il faut dépasser l'emploi, la condition de ne pas le faire dans l'infra-emploi, l'infra-emploi des auto-entrepreneurs, enfin, etc., des travailleurs indépendants, etc. Il faut dépasser l'emploi, et nous avons déjà massivement dépassé l'emploi avec la fonction publique, avec les retraités, avec en partie le chômage comme droit au salaire entre deux emplois. Ça reste à confirmer tout cela, mais vous voyez que c'est les lieux essentiels de la lutte de classe. Les lieux essentiels de la lutte de classe aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons droit à du salaire indépendamment de notre emploi? Est-ce que nous avons droit à du salaire qui est lié à une qualification personnelle et non pas lié à une qualification de notre poste? Ça, c'est une conquête énorme que d'avoir conquis les 5 millions de fonctionnaires, la moitié des retraités qui ont une pension qui est du salaire, je le rappelle, c'est pas du tout la contrepartie de cotisation passée, c'est un remplacement du salaire, et qui ont une pension qui est supérieure au SMIC et égale à 80 à 100% de leur salaire de référence. Cette conquête qui concerne donc actuellement une douzaine de millions de personnes, auxquelles il faut ajouter les salariés à statut, les cheminots, toute une série de salariés à statut, qui eux aussi sont combattus farouchement par le capital. Si le salaire était une institution du capital, il ne serait pas combattu farouchement comme il l'est aujourd'hui. Ouais. Et donc, ce déjà-là, quelle est notre responsabilité? C'est de le faire, de l'actualiser, de le généraliser, de poursuivre la dissociation entre la validation sociale des activités. Il faut qu'il y ait une validation sociale de nos activités. Toutes nos activités ne valent pas et il faut bien qu'il y ait des institutions de validation sociale de nos activités. Et puis, c'est très important que certaines de nos activités ne valent rien. C'est fondamental que certaines de nos activités soient dans l'ordre totalement extra-économique, dans l'ordre du symbolique, des relations interpersonnelles, de la gratuité, enfin, etc., etc. C'est absolument décisif. Donc, la distinction entre ce qui vaut et ce qui ne vaut pas est absolument fondamentale. Mais ce qui est décisif, c'est que notre reconnaissance comme produisant ce qui vaut, produisant de la valeur, soit totalement dissociée de la reconnaissance de notre activité comme produisant de la valeur. Il faut dissocier la validation sociale de nos activités, toujours nécessaire, de la validation sociale de nos personnes qui doivent échapper totalement à la mesure de notre activité. Et ça, c'est déjà là, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, c'est déjà une conquête considérable du mouvement ouvrier. Ça ne veut pas dire, je le répète, que toutes nos activités sont du travail. Le fait que nous soyons en tant que personnes reconnues comme productives, c'est au contraire ce qui nous permet de tenir à distance de la valeur des tas d'activités. C'est ce qui va nous permettre de lutter contre le productivisme inhérent à la folie de la rationalité capitaliste. On voit donc aussi que cette poser les travailleurs comme responsables de la valeur et l'exprimer dans un droit politique au salaire, le salaire comme droit politique,
c'est inséparable d'un autre droit à conquérir, qui est le droit de propriété sur les entreprises, le droit de décider de ce qui est produit. Nous avons bien vu avec la multiplication des pandémies, les folies anthropologiques, territoriales, écologiques du capitalisme, que nous ne pouvons plus du tout confier à la classe dirigeante le soin de décider de ce qui est produit. C'est à nous de le faire. Et donc, on ne peut pas du tout dissocier les conquêtes, le déjà là du salaire à la qualification personnelle, qu'effectivement je préfère au mot salaire à vie, d'une autre conquête qui est la responsabilité sur la production. C'est donc une mutation anthropologique qu'il s'agit. Hein. Les droits économiques de la personne doivent complètement bouger. Hein. Nous sommes dans le capitalisme à la fois irresponsables sur l'essentiel de la production et sanctionnés, suspectés. Il s'agit que nous devions responsables et confirmés en permanence par une qualification qui ne peut jamais nous être ôtée. Et c'est aussi une mutation de la citoyenneté. Dans le capitalisme, la citoyenneté, c'est quelqu'un qui paye des impôts, c'est-à-dire qui affecte une partie de ce qu'il a au commun. Mais ça veut dire que la famille Bettencourt est plus citoyenne que moi, parce qu'elle n'arrive pas totalement à échapper à l'impôt, qu'elle paye plus d'impôts que moi. Non, la citoyenneté, dans ce que nous sommes en train de construire, c'est la responsabilité sur la valeur économique. Et c'est cette citoyenneté-là qui doit s'exprimer par deux droits politiques le jour de la majorité, le droit au premier niveau de qualification, mettons les 1 700 € du salaire de premier niveau de qualification comme droit politique, avec une possibilité de carrière, et puis le droit de carrière jusqu'à 5 000 €. Moi, je pense qu'il faut à la fois un minimum de qualification, 1 700 €, et un maximum, 5 000. On a bien vu avec le Covid, qu'est-ce qui peut légitimer un salaire supérieur, enfin qui aille au-delà d'un écart de 1 à 3? Rien. Hein. Les prétendus premiers de cordée sont des gens en général inutiles ou dangereux. Et donc, le projet, hein, c'est pas du tout une utopie, hein, c'est la poursuite d'un déjà là qui est totalement contesté par la classe dirigeante, hein, le salaire à la qualification personnelle, qu'il s'agit de transformer en droit politique de 18 ans à la mort et de lier à un droit de propriété d'usage de l'outil et donc de décision sur la production. Comment y aller? Mais la faiblesse de la classe dirigeante, c'est que c'est pas elle qui fait le boulot. On l'a bien vu. On l'a bien vu pendant le Covid, d'accord? Notre force, c'est que la valeur économique s'appuie forcément sur des valeurs d'usage. C'est que la valeur économique s'appuie forcément sur du travail concret. Un travail concret que son organisation dans le capitalisme fait qu'il nous échappe complètement. Et donc, la conquête de la souveraineté sur le travail concret doit être au cœur de toute bataille stratégique. Il s'agit que toutes nos batailles, la bataille sur les retraites, la bataille sur le chômage, etc., celles qui s'annoncent, soient complètement assumées autour de la conquête de droits sur la souveraineté sur le travail. Par exemple, une bataille pour la retraite, c'est une bataille pour qu'à 50 ans, chacun devienne titulaire de son salaire, que ce salaire soit porté au salaire moyen, mettons à 2 300 € par mois, que tous ceux qui ont moins de 2 300 passent à 2 300 €, que ceux qui ont plus de 5 000 soient rabaissés à 5 000, donc avec un rapport de 1 à 2 dans la deuxième partie de l'existence, et que ces retraités, ces cinquantenaires en pleine possession de la manière professionnelle, aient la responsabilité de la lutte contre les directions dans les entreprises, afin que les travailleurs s'auto-organisent sur le travail concret. La maîtrise auto-organisée du travail concret est aujourd'hui le cœur de la création d'un rapport de force, parce que c'est nous qui produisons la valeur, c'est pas la classe bourgeoise ni la finance. Ça, c'est une illusion absolue. Merci beaucoup.
Merci Bernard pour cette intervention, cet exposé qui nous permet d'envisager une perspective post-capitaliste. Pourquoi post-capitaliste? Quelqu'un posait la question, pourquoi post et pas anti? Parce que à se fédérer, on n'est pas seulement dans la contestation du capitalisme, on est dans l'affirmation d'une alternative. Il existe une autre manière de faire, il y a du déjà là. Et donc c'est vers ce monde-là que nous nous acheminons. Donc on revendique le post-capitaliste. On est déjà en train de construire le monde d'après. Je donne la parole maintenant à Nicole Tequet du collectif pour un droit au revenu. Nicole, c'est à toi, on t'écoute. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, super. Ok, déjà merci pour l'organisation de ce débat auquel on est très heureux avec le collectif pour un droit au revenu de participer. On pense que c'est ce type d'échange qui est particulièrement important aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par présenter le collectif pour un droit au revenu, la démarche, et puis après je parlerai un peu plus en détail des propositions de revenu universel, revenu de base, en tout cas les formes qu'on défend au sein du collectif. Donc le collectif droit au revenu vise avant tout à aborder la question de l'accès à un revenu décent pour garantir des conditions de vie et de travail dignes à l'ensemble de la population. Donc notre objectif, c'est de penser en fait les différentes propositions de revenus à la fois sur le court mais aussi sur le long terme qui s'inscrivent dans un renforcement de la protection sociale, mais également celles qui s'intègrent en fait dans un projet de société radicalement différent de l'existant et donc qui place en fait l'autonomie individuelle et collective au cœur de ces enjeux. Donc ça, c'est vraiment notre objectif premier. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a une notification qui me dit que ça ne marche pas forcément bien. Oui, okay. La connexion était instable, donc mais ça repart. D'accord, bon, prévenez-moi si jamais ça ne marche pas bien. Donc oui, de manière générale, en fait, et sur le plan politique, on s'inscrit vraiment dans une perspective post-capitaliste. Et pour ça, on cherche à véritablement construire des ponts avec les collectivités qui sont mobilisées pour mettre fin à différentes formes de domination, qu'elles soient économiques, qu'elles soient racistes ou sexistes, entre autres. Ça ne marche pas? Il y a eu à nouveau un problème de son et là, ça y est, ça revient. C'est bizarre, il y a des moments où il y a des coupes. Donc, tu peux reprendre juste ta dernière phrase si tu veux bien, Nicole. Je vais peut-être mettre des écouteurs, ça marchera peut-être mieux. D'accord, ok. J'arrive. D'accord, ok. Bon, on est désolé pour ces difficultés techniques. Évidemment, les réunions Zoom, à la fois, c'est pratique et en même temps, on est toujours exposé à ce type de petites merdouilles. Alors, est-ce que ça marche mieux? Là, pour l'instant, on t'entend très bien. J'espère que ça va rester comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Oui, donc je disais que l'idée, c'était vraiment de réfléchir aux formes de droit au revenu dans une perspective post-capitaliste et qui s'intègre en fait dans les différentes luttes qui visent à mettre fin aux différentes formes de domination, qu'elles soient économiques, qu'elles soient racistes, qu'elles soient sexistes, entre bien d'autres en fait. Et donc on voit en fait finalement le droit au revenu comme un moyen d'accéder à une autonomie réelle, de donner la possibilité aux personnes de s'auto-instituer finalement et d'imaginer aussi des formes de gouvernance et d'organisation différentes, nouvelles, complètement nouvelles, en ouvrant les imaginaires et en refusant finalement le discours dominant qui tend toujours à nous expliquer qu'il n'existe pas d'alternative au système actuel et qu'il faut finalement l'accepter. On va imaginer des possibilités de penser, par exemple, le financement d'un véritable droit au revenu en dehors des logiques capitalistes par une plus forte redistribution, par une redistribution plus marquée, par exemple. Mais on va aussi s'inspirer des approches coopérativistes ou des approches convivialistes, des biens communs, des mouvements qui visent à se réapproprier la création monétaire ou des réflexions qui tournent aussi autour de la gratuité, etc. Donc c'est l'idée d'élargir l'éventail de réflexion au-delà du simple revenu, comme on l'entend souvent. Donc on s'intéresse à ces réflexions autour de l'autonomie sur différentes échelles aussi. Donc on va réfléchir à la question du droit au revenu à la fois sur le plan local, sur le plan national, mais aussi à l'international. Donc c'est aussi cette idée d'avoir une approche très transversale pour ouvrir aussi l'éventail de possibilités. Et plus concrètement, on va dire, le collectif droit au revenu va agir sur un peu deux plans. On agit à la fois sur le très court terme, sur des mesures applicables dès aujourd'hui,
qui nous permettraient en fait de renforcer notamment la protection sociale et sur du plus long terme, en essayant d'ouvrir les imaginaires autour de propositions de revenus inconditionnels d'autonomie dans une perspective post-capitaliste. Donc, plus concrètement, à très court terme, on va défendre des mesures, par exemple l'amélioration du RSA, sur lequel en fait on a beaucoup de choses à redire, notamment, ou en tout cas pour améliorer le RSA, que ce soit pour lutter contre le non-recours, qui est très important, pour augmenter aussi le niveau, puisque aujourd'hui le RSA est au niveau de 565 € à peu près, et qu'avec 565 € on ne vit pas, on survit. Donc l'idée, c'est aussi de défendre des approches très concrètes qu'on pourrait mettre en place dès demain, comme par exemple l'élargissement du RSA aux 18-25 ans, qui sont un public qui est particulièrement touché par la crise, et qui est aussi un sujet qu'on commence à entendre parler de plus en plus dans la presse, mais aussi auprès de certains représentants politiques. Et on va aussi défendre, par exemple, le versement automatique, mais aussi inconditionnel du RSA, notamment pour demander la déconnexion en fait de ce dernier filet de sécurité sociale à une injonction de recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on considère que la survie ne devrait pas être conditionnée à une recherche d'emploi. Et donc ces différentes étapes, l'élargissement du RSA aux 18-25 ans, son augmentation au niveau du seuil de pauvreté au moins à 50%, et encore, son versement automatique et inconditionnel, toutes ces petites étapes, on pourrait les regrouper autour de la constitution de ce qu'on appelle un revenu minimum garanti, qui n'est pas un revenu de base, hein, j'y reviendrai après, mais qui est une proposition qui pourrait constituer une étape vers un revenu inconditionnel d'autonomie et qui est notamment portée par différentes associations déjà aujourd'hui, notamment les associations de lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion, du collectif Alerte, du collectif pour un revenu minimum garanti dont on fait partie aussi, ou encore il y a aussi la proposition de l'Observatoire de lutte contre les inégalités d'un revenu minimum unique qui a déjà été modélisé, qui est une proposition très concrète et chiffrée et qui pourrait être appliquée demain avec un peu de courage politique. Alors sur une perspective plus lointaine, on soutient aussi des formes de revenus inconditionnels d'autonomie qui s'intègrent dans les projets de société qui placent la priorité sur les enjeux de justice sociale, écologique et fiscale. Donc qu'est-ce qu'on entend par revenu inconditionnel d'autonomie? On parle aussi de revenu universel, revenu de base. On a finalement différentes appellations qui parfois effectivement à vraiment des projets très différents. Mais on va dire que la définition la plus englobante, c'est celle d'un revenu qui repose sur 3 piliers. Le fait qu'il soit universel, individuel et inconditionnel. Donc globalement, c'est l'idée de donner un revenu à l'ensemble des membres du groupe sans exigence de contrepartie que l'on réunit. On va dire que c'est une définition très générale, mais ceci étant dit, on sait bien que les projets politiques qui portent ce type d'idées sont parfois radicalement différents, si ce n'est opposés. Et en ça, on est très très clair sur le fait qu'on ne défend pas n'importe quel revenu universel et que tous ne se valent pas d'ailleurs. Donc par exemple, vous avez des versions d'inspiration libérale, voire néolibérale, qui sont généralement financées par un collectif, avec un montant relativement bas, autour de 500 €, on va dire, et qui se présentent généralement comme la seule alternative, on va dire, pragmatique et réaliste à l'heure actuelle. En France, on a notamment le LIBER, qui est porté par Marc de Basquiat et Gaspard Koenig, qui a été récemment rebaptisé Socle citoyen. Il y a peut-être des nuances, j'en suis pas sûre, mais qui sont, on va dire, la proposition la plus libérale et qui se dit comme libérale en France, et qui sont soutenues notamment par des élus de centre droit et de droite libérale, on va dire, globalement. Et donc sur ces propositions les plus libérales, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a constaté que finalement, c'était ces propositions-là qui se disaient le plus souvent comme transpartisanes, c'est-à-dire ni de gauche ni de droite, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, mais simplement pragmatiques en fait. On a rarement entendu parler les propositions, on va dire, qui s'inscrivent dans une logique post-capitaliste, se dire transpartisane. Et donc, ce sont effectivement celles qui s'adaptent très bien au système capitaliste actuel et qui peuvent finalement servir à comporter ce capitalisme en servant de caution sociale. Et en ça, on est aussi très clair là-dessus. On est très clair aussi sur le fait qu'il existe en fait un véritable risque de dévoiement et de déconstruction du système de protection sociale avec ces propositions libérales. Et c'est la raison pour laquelle on soutient vraiment
l'idée d'avoir un vrai revenu inconditionnel d'autonomie qui soit émancipateur et transformateur. Et on défend notamment le fait que ces formes de revenus, elles ne sont pas compatibles avec une société capitaliste et néolibérale. Et c'est la raison pour laquelle on cherche à œuvrer en deux temps. Renforcer la protection sociale sur le court terme et réfléchir à des alternatives concrètes sur du plus long terme, mais qui vont nécessiter d'ouvrir les imaginaires, d'avoir une réflexion globale, de faire ces débats aujourd'hui pour pouvoir les imaginer. Alors, je t'interromps quelques instants, Nicole, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Comme il y a à nouveau des petits problèmes de son, peut-être tu peux couper ta caméra et on continue en audio seul. Ça réglera les problèmes de bande passante et on sera sûr de bien entendre la fin de ton exposé. Ok. Merci beaucoup. Vas-y, tu peux continuer. Ça marche. Oui, donc en gros, ce que je cherche à dire, c'est que globalement, les propositions qui vraiment nous semblent intéressantes, certaines existent déjà et d'autres sont à construire d'ailleurs, mais sont vraiment une vision globale, qui ne sont pas vues comme un simple outil au service de n'importe quel projet politique, mais qui s'inscrivent vraiment dans une logique plus globale de renforcement de la protection sociale, mais aussi du droit du travail et des services publics. Et ça, on a déjà quelques propositions. Pour donner quelques exemples, il y a notamment la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est soutenue par les banques qui intègre en fait un versement en euros couplé avec un versement en monnaie locale pour inscrire cette forme de revenu dans le territoire localement et aussi avec une forme de gratuité de certains services. Et en ça, on trouve que c'est plutôt intéressant et ça mérite en tout cas d'être creusé. Il y a aussi la proposition de revenu inconditionnel de Baptiste Milondo, de l'économiste Baptiste Milondo, qui, elle, est couplée à un revenu maximum et qui permet en fait, en ayant cette réflexion à la fois revenu de base et revenu maximum, de lutter également contre les inégalités. Et bien sûr, il y a aussi la proposition de salaire à vie de Bernard Friot, qui nous semble aussi intéressante, même si on a aussi encore quelques réserves. Non plus totalement. Mais bref, voilà, ce sont en gros des versions qui sont plus transformatrices, qui nous intéressent, qui nécessitent du temps et du débat pour déconstruire les mentalités. Et en ce sens, on assume vraiment le caractère spécifique d'un vrai droit au revenu. Mais en fait, on pense qu'on a besoin de ces utopies concrètes et réalistes, car elles nous permettent d'avoir un cap idéologique, un horizon lointain, vers lequel on veut tendre collectivement avec les acteurs intéressés pour aller dans cette direction. Et en ça, on trouve le tout aussi intéressant collectif à atteindre. On veut tout autant débattre de droit au revenu que de lutte contre la pauvreté, contre toutes les formes de domination, mais tout comme on aspire à avoir une vraie réflexion de fond sur la place du travail et sa valorisation, sur les modèles démocratiques, sur la répartition des richesses et sur l'autonomie. Donc c'est vraiment un chemin qui n'est pas figé. L'idée, c'est pas d'apporter des solutions toutes faites, et d'ailleurs on considère que ça devrait être fait, mais on pense que c'est vraiment par l'action maintenant avec une boussole orientée vers un horizon souhaitable d'autonomie notamment, en luttant avec des vraies alliances, en se fédérant finalement, qu'on souhaite penser les questions du revenu, du travail, etc. dans un horizon post-capitaliste. Et donc il ne s'agit pas d'apporter des réponses, de poser des questions, par exemple. Alors, je t'interromps à nouveau, Nicole. En fait, on n'a pas tellement d'amélioration du son en l'absence de vidéo, donc tu peux remettre la vidéo et quelqu'un suggère que tu bouges pas trop. En fait, ce sera lié au mouvement que tu fais avec le micro, éventuellement. Donc, pour terminer, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Est-ce que tu peux répéter ce que tu as exprimé par rapport à la proposition de Bernard Friot ?» Parce que tu as dit « Nous, on a quelques réserves par rapport à la proposition de salaire à vie. » Donc, est-ce que tu peux revenir à cet endroit-là en essayant de pas trop bouger? D'accord. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Ouais. Non, je disais simplement que ça faisait aussi partie des propositions qu'on voit dans une logique post-capitaliste et qui nous semblent intéressantes. On a quelques réserves, on pourra aussi en parler tout à l'heure. On a surtout des questionnements finalement parce que c'est pas forcément cette proposition-là qu'on a le plus creusé. Il faut savoir que le collectif en fait qui viennent tous du mouvement français pour un revenu de base, on l'a quitté et justement par rapport à tous ces questionnements autour du capitalisme, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'ouvrir un peu toutes nos réflexions.
Et donc, pourquoi pas aussi en discuter ce soir, mais j'en avais pas dit plus à ce moment-là. D'accord. On pourra y revenir sans problème et avec plaisir. Mais simplement, oui, pour finir sur ça, ce que je voulais dire, c'est que dans notre raisonnement au sein du collectif pour un droit au revenu, on ne cherche pas tant à apporter des réponses ou à avoir des propositions figées ou apporter des solutions toutes faites, que de poser des questions. Et c'est vraiment le cheminement qui nous semble intéressant. Des questions, par exemple, autour du travail. Pourquoi est-ce qu'on accepte les jobs, on a le chômage? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas privilégié la qualité des emplois avant leur quantité? Pourquoi les métiers les plus essentiels à nos sociétés sont aussi souvent les plus mal rémunérés? Ou encore, comment construire une démocratie véritablement représentative et ancrée localement? Enfin, comment garantir une vraie liberté de choix dans nos choix de vie, à la fois dans nos vies personnelles et professionnelles? En gros, vraiment, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions, de susciter le débat. On est vraiment dans cette logique-là, avec des positions qui permettraient d'avancer vers un droit au revenu, tout en ayant des propositions très concrètes, applicables dès demain. Et donc, le droit au revenu vise vraiment à apporter une pour pouvoir accéder à cette autonomie réelle, permettre davantage de participation citoyenne et notamment à travers le choix des activités exercées. Et donc tout ça, c'est vraiment autant de marges de manœuvre qui sont à l'heure actuelle réservées à une poignée de privilégiés qui sont en capacité d'acheter cette autonomie et que nous, on peut vraiment à élargir à l'ensemble de la population. Merci, voilà. Merci Nicole. Alors, bon, cet exposé a été un petit peu compliqué par des difficultés techniques, hein, donc il y a quelques mots qui nous ont manqué quand même. Moi, j'ai été frappée dans la question du financement que apparemment vous en soyez sur une proposition de financement par la redistribution, c'est-à-dire on est quand même sur une greffe sur un modèle économique qui reste capitaliste, hein, qui reste dans la production capitaliste. Donc, je pense que là, il y a un endroit quand même sur lequel sans doute il y aura des désaccords à l'intérieur du collectif se fédérer, parce que je pense qu'on aura tendance à penser que ça ne sort pas suffisamment des logiques économiques du capitalisme. Alors, on va passer au troisième exposé de la soirée. Le troisième exposé de la soirée, c'est Stéphane Pichelin. Stéphane, tu es toujours là? Stéphane? Je ne te vois pas, Stéphane. Alors, c'est alias Siegfried, en fait. Son pseudonyme, c'est Siegfried parce qu'il est sur le compte d'un… Est-ce que tu m'entends là comme ça? Oui, ça y est, Stéphane. Okay. C'est à toi. Ok, merci. On t'écoute. Merci. Donc, je vais commencer directement. Vous m'excusez, comme j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai écrit, donc je vais beaucoup lire, ce qui est toujours moins agréable à écouter. Ce que je voudrais évoquer, en tout cas ce soir, c'est les rapports entre le revenu et le travail. Voilà. Donc, je commence comme ça, parce que si les discussions, voilà, entre partisans du revenu de base et du salaire à vie, ce qui est quand même le thème de ce soir, sont souvent houleuses, c'est qu'il y a quand même un cousinage entre les deux idées, et on va trouver ce cousinage qui va s'exprimer dans des espèces de chimères conceptuelles de gens qui parlent de revenu à vie, par exemple, ou de salaire de base. Et c'est un fait que les deux idées sont très proches. Notamment, elles sont surgies à peu près au même moment dans le débat public, puisque c'est en 98 et en plein mouvement des chômeurs qu'on trouve l'association Agir Ensemble pour le chômage qui adopte le revenu de base comme revendication. Et c'est exactement la même année que Bernard Friot sort son premier ouvrage, me semble-t-il, Puissance du salariat. Donc, communauté de date. Et elles ont aussi en apparence, en tout cas, plus d'un point commun, comme peut le montrer par exemple l'article du Monde diplomatique dans lequel, en 2013, Baptiste Milondo proposait la cotisation sociale comme source de financement du revenu de base avec une référence explicite à Bernard. Alors, tout en étant moi-même un membre du réseau Salariat et un militant du salaire à vie, je voudrais ici reprendre ces deux projets selon ce qu'ils ont en commun et qui me semble pouvoir être résumés comme disons, la revendication d'un revenu personnel déconnecté du travail concret personnel et qui ne peut être ramené aux formes de revenus capitalistes. Je pense que c'est à peu près la revendication commune, le concept commun, l'idéologie commune qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et c'est avant tout cette revendication qui gagne en légitimité depuis une vingtaine d'années que je crois
important de comprendre en ce qu'elle nous raconte. Et en bon matérialiste, je ne vais pas chercher la compréhension de cette idéologie dans le ciel des idées, mais directement dans les rapports de production et dans leurs évolutions. D'abord, on sait que cette idée d'une déconnexion du revenu et du travail concret personnel n'est pas nécessairement une idée révolutionnaire. Ça a été, et c'est peut-être d'abord même une idée libérale, dont la première formulation moderne est traditionnellement attribuée à Milton Friedman et à son hypothèse d'un impôt négatif en 1962, dont le revenu de base est un des avatars, au moins dans la version défendue aujourd'hui par certains défenseurs du capitalisme, comme Christine Boutin en France ou Robert Reich aux USA, par exemple. Donc il y a un projet capitaliste de déconnexion du revenu et du travail personnel, dont l'objet est en fait de résoudre la crise, évidemment, dans laquelle le capitalisme s'enfonce depuis au moins une cinquantaine d'années. En effet, depuis 1965, les entreprises capitalistes subissent une tendance à la baisse très marquée de leur taux de profit, ce qui vérifie une des prédictions les plus importantes de Marx, pour qui la contradiction fondamentale du capitalisme doit s'exprimer dans cette baisse tendancielle du taux de profit. Et je crois qu'il vaut la peine d'expliquer rapidement ce qu'on entend par là, parce que ce n'est pas forcément une idée très simple et c'est surtout pas forcément une idée très connue. Donc, petite explication rapide, le but du capitalisme, on est bien d'accord, c'est la production de valeur économique. Pas du tout la production de marchandises. La production de marchandises en tant que telle, elle est indifférente. Elle ne sert en fait qu'à supporter la production de valeur économique nouvelle, autrement dit, la production du profit. Ce qui intéresse avant tout les investisseurs, c'est la quantité de capital nouveau qu'ils vont pouvoir encaisser pour chaque quantum de capital investi. C'est le taux de profit. Par exemple, j'investis 100 €, j'en touche 115 et j'ai un taux de profit de 15%. Voilà. La production de ce profit, elle se fait à travers la production de marchandises. Et la production de marchandises, c'est elle-même une composition entre le capital investi d'une part et la force de travail apportée par les travailleurs et travailleuses. Et ce qui rend le profit possible, c'est justement cette caractéristique de la force de travail qui peut produire plus de valeur que ce qu'elle consomme. Ce surplus, c'est ce qu'on appelle la plus-value ou la survaleur, selon les traductions de Marx. Et c'est ce que les capitalistes cherchent à s'accaparer pour réaliser leur profit, tandis que les travailleurs et travailleuses cherchent à en garder le maximum pour leur consommation. Donc on voit, et c'est ça qui est important, on voit que c'est le travail vivant, c'est-à-dire l'ouvrage des travailleurs et des travailleuses, qui permet la production du profit. Mais en même temps, pour maintenir leur volume de profit, les capitalistes sont contraints de transformer la production sans cesse et d'y introduire des innovations techniques qui puissent accroître la productivité. Donc, avec ces innovations techniques, il faut moins de travail vivant pour produire la même quantité de marchandises. Et le taux du profit produit par ce travail vivant a évidemment tendance à baisser régulièrement. Ainsi, toute chose égale par ailleurs, le même capital investi reçoit une rémunération toujours décroissante. Il faut faire attention à ce qu'il s'agit d'une tendance globale qui s'applique aux entreprises capitalistes non financières et pas aux entreprises financières, et qui peut rencontrer évidemment des contre-tendances qui viennent la ralentir ou la corriger d'une façon conjoncturelle. Donc, il ne faut pas s'étonner de la croissance des profits dans certaines industries de niche, ni de la hausse faramineuse des capitalisations boursières, qui, de toute façon, sont essentiellement des virtualités qui ne correspondent à aucune production réelle. Alors, face à cette baisse du taux de profit, donc qui, je le répète, est presque constante depuis plus de 50 ans, avec une petite pause entre 1982 et 1992, face à cette baisse du taux de profit, les capitalistes ont plusieurs options pour opposer des contre-tendances, justement. Par exemple, selon Joseph Schumpeter, l'innovation serait une manière de ralentir cette tendance, sans toutefois parvenir véritablement à l'arrêter complètement. Une autre possibilité de contre-tendance, c'est de développer des industries demandant un faible investissement en dehors du travail vivant, un faible investissement en matières premières et en machines, comme les industries de services, les industries de plateformes, façon Uber, ou les start-up. Enfin, il y a une troisième solution qui est d'abandonner la production de plus-value, tout simplement, et de se contenter sur la seule captation de cette plus-value à travers des opérations spéculatives. Donc, dans ces trois solutions possibles, on reconnaît évidemment l'évolution du capitalisme dans les dernières décennies. Et enfin, il y a une quatrième solution qui en fait est la principale et la première que les capitalistes mettent en œuvre, et celle qu'ils continuent à mettre en œuvre en même temps que les trois autres, c'est de faire pression sur les salaires pour augmenter la part de la plus-value dans la production et du même coup le taux de profit. Une pression directe, on va vous baisser votre salaire, ou une pression indirecte en mettant du monde au chômage et c'est le salaire global qui baisse. Mais évidemment, cette politique rencontre très vite une limite drastique parce qu'en réduisant les salaires, les capitalistes réduisent aussi les débouchés pour les marchandises. S'ensuit
une exacerbation de la concurrence qui va pousser chaque capitaliste à réduire ses coûts de production en mécanisant toujours plus sa production, et donc en excluant toujours plus le travail vivant, ce qui aboutit finalement à réduire encore le taux de profit et ainsi de suite, dans un cercle parfaitement vicieux. Donc c'est de ce dernier point de vue, je crois que la perspective d'un revenu personnel déconnecté du travail concret personnel peut avoir l'apparence d'une issue à la crise du capital. Si chaque travailleur et chaque travailleuse touche une allocation en dehors de son travail concret, son salaire pourra être réduit d'autant sans abîmer ses capacités de consommation. Et les capitalistes, évidemment, espèrent rétablir ainsi leur taux de profit sans rien perdre de leurs débouchés. Mais, évidemment, il y a là quelque chose d'illusoire. En premier lieu, il faudra déterminer qui paye ce revenu déconnecté, comment on le finance, dès lors qu'il n'est pas question de toucher au profit par une augmentation des salaires. La réponse la plus évidente, évidemment, c'est la fiscalisation du financement, c'est-à-dire une ponction par l'impôt sur le revenu global après réalisation du profit. Or, dans la composition de l'impôt actuellement, où la plus grosse charge pèse sur les ménages, on aboutira au mieux à un lissage des revenus des consommateurs, mais évidemment qui ne sera pas en mesure de compenser la pression sur les salaires. Donc, la baisse du taux de profit continuera. Il faudrait que les capitalistes acceptent de mettre la main au portefeuille, ce qui est d'ailleurs pas complètement impossible. Je crois qu'il y a aujourd'hui une opposition entre deux fractions de la bourgeoisie, la fraction de la bourgeoisie financière, qui elle se satisfait très bien des opérations boursières et n'est pas tellement gênée par la baisse du taux de profit, et puis la bourgeoisie industrielle et commerciale, qui elle est beaucoup plus gênée par ce taux de profit, parce que c'est leur taux de profit qui baisse, justement. Donc il peut y avoir des voies qui peuvent s'élever du côté de la bourgeoisie pour accepter une augmentation des impôts. Je pense notamment à Bill Gates, qui en est une figure médiatique aujourd'hui. Mais quand bien même les capitalistes accepteraient de payer, ce qui n'est pas gagné, ce serait que reculer pour mieux sauter, parce que sauf imprévu conjoncturel, la baisse du taux de profit reprendrait à l'instant même où le revenu déconnecté serait institué. Donc même du point de vue du capital, ce ne serait qu'une solution à court terme. Fort heureusement, le revenu déconnecté n'est pas qu'un projet des capitalistes, c'est aussi un projet populaire, voire prolétaire. C'est le second aspect. Et il me semble qu'il est nécessaire, là encore, pour savoir de quoi ce projet nous parle aujourd'hui, de nous mettre dans une perspective historique à relativement long terme, en retraçant les rapports des travailleurs et travailleuses à leur salaire depuis un peu plus d'un siècle. En effet, comme l'a très bien montré Claude Didry dans l'Institution du travail, que je vais utiliser comme source principale à partir de maintenant, le salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une réalité historique qu'on peut dater symboliquement de la publication du Code du travail en 1910. Symboliquement, évidemment, les phénomènes historiques, c'est jamais une coupure franche. Ce qui est sûr, c'est que ce qui était la norme pour les travailleurs au XIXe siècle, c'était pas l'emploi, encore moins la fonction publique, c'était le contrat de louage d'ouvrage qui était défini par une dizaine d'articles du Code civil. Et selon ce contrat, le capitaliste, qui était un commerçant et qui était protégé par le Code du commerce, n'engageait pas directement ceux qui allaient travailler, mais passait un accord avec un ouvrier pour une certaine quantité de marchandises à un certain prix, et il était à charge alors à cet ouvrier, que le Code civil qualifiait d'entrepreneur en ce qu'il faisait, de faire fabriquer ces marchandises, soit par les membres de sa famille, soit par d'autres ouvriers, compagnons et apprentis. On est vraiment très loin là de l'emploi et du salariat moderne. Mais voilà, il y avait un droit des ouvriers à entreprendre, un droit qui était reconnu civilement, mais qui impliquait aussi entre les entrepreneurs, donc entre des ouvriers, une concurrence féroce qui faisait baisser les prix des marchandises pour le plus grand bénéfice des capitalistes et qui en même temps faisait baisser évidemment le revenu de tous les ouvriers, aussi bien l'ouvrier entrepreneur que les ouvriers qu'il avait embauchés pour faire le travail. Et ce système, attention, ce n'était pas uniquement un système qui pouvait s'appliquer sur des petites équipes dans l'économie familiale, etc. Ça pouvait tout aussi bien s'appliquer dans des grandes unités de production mécanisées où l'ouvrier entrepreneur faisait en fait office de chef d'équipe. Comme le souligne Didry, il y avait une coupure symbolique et légale entre le donneur d'ordre, c'est-à-dire le capitaliste, et l'ensemble des ouvriers, entrepreneurs compris. C'est-à-dire que celui qui payait en dernier ressort, et qui était finalement le responsable de la production, il était éloigné de celles et ceux qui produisaient et qui touchaient la paye, un éloignement encore accentué par une pratique de sous-traitance en cascade qui multipliait les intermédiaires. Comme on peut le prévoir, une telle organisation donnait évidemment lieu à tous les abus, et à une misère noire. Et c'est pour y pallier qu'a été élaboré le Code du travail, dont le premier livre a été publié en 1910, comme je le disais.
Ce code du travail, qu'est-ce qu'il faisait? Il établissait, en premier lieu, la réalité de dépendance économique de celles et ceux qui travaillaient vis-à-vis de celui pour qui ils travaillaient, c'est-à-dire en fait le donneur d'ordre, c'est-à-dire le capitaliste. Il obligeait les capitalistes à prendre en charge directement la production et il rapprochait ainsi finalement le payeur des travailleurs et des travailleuses. Le lien de dépendance prenait une existence légale et en même temps les travailleurs et travailleuses acquéraient un statut qui empêchait le donneur d'ordre de se laver les mains des conditions de la production et qui les protégeait par des garanties sur le niveau des salaires. C'était une transformation fondamentale des rapports de production. Quand Marx décrivait le travailleur, il le décrivait comme un travailleur nu, dépourvu de toute possession à part sa force de travail. Avec le code du travail, les travailleurs et travailleuses ont acquis une possession en plus de leur force de travail, une possession non privée comme peut l'être le capital, mais une possession collective, formalisée par la reconnaissance statutaire de leurs activités productives, le travail. Alors évidemment, cette expérience, elle a été contredite ensuite par une distension du rapport des salariés à l'entreprise, alors que l'entreprise, c'était avant tout l'établissement, c'est-à-dire l'usine avec son directeur qui en était aussi le propriétaire. C'est devenu l'entreprise au sens large avec un conseil d'administration qui était beaucoup plus éloigné, et puis c'est devenu le groupe avec les actionnaires qui étaient encore plus éloignés. Et donc il y a eu une distension des rapports des salariés avec la personne qui les payait. Et les garanties que leur donnait ce statut, le statut du travail, qui était une compensation en fait à la subordination dans l'entreprise. Ces garanties ont été de moins en moins effectives. Elles ont été encore moins effectives évidemment avec l'arrivée du chômage de masse. Donc il y a eu une distension de ce point de vue-là entre le travailleur et le travail, c'est-à-dire aussi entre le travailleur et son salaire. Le salaire a eu tendance à s'éloigner. Je pense que ça, c'est à peu près vrai partout dans le monde, mais en France, il y a une spécificité quand même qui est importante. C'est l'invention de la sécurité sociale en 1946, qui induit une nouvelle forme d'éloignement. En fait, c'est évident que la retraite, c'est un éloignement du revenu par rapport au travail concret. Au mieux, on va considérer que c'est la contrepartie d'un travail concret passé, et puis éventuellement, on va considérer que c'est simplement pas la contrepartie d'un travail concret. Donc, double contradiction, contradiction du capital d'un côté, contradiction des travailleurs de l'autre, et ces deux contradictions ont la même solution, illusoire d'un côté et je crois réelle de l'autre, qui est cette déconnexion du revenu personnel et du travail concret. Mais je n'aurai pas le temps de lire les quelques dernières lignes où je voulais quand même essayer de qualifier la différence qui peut exister justement entre cette déconnexion dans le modèle capitaliste qui s'appuie sur l'impôt, qui s'appuie sur la fiscalité, c'est-à-dire à tout ce qui se passe après le profit, et cette déconnexion dans un projet populaire qui se passe avant le profit, qui ne se passe pas par l'impôt et qui se passe dans un code du travail ou dans une sécurité sociale qui sont en dehors du code civil, c'est-à-dire en dehors de la citoyenneté républicaine, mais bien appuyés sur une citoyenneté économique. C'est-à-dire autant le code du travail établit, institue le travail comme objet, la sécurité sociale institue les travailleurs et les travailleuses comme sujets du travail, et la tâche qui est peut-être la nôtre aujourd'hui, si on veut reprendre ce projet populaire, c'est d'instituer le rapport entre les travailleurs, travailleuses et le travail. Et peut-être que notre question aujourd'hui, par rapport aux revenus, c'est comment on peut instituer ce rapport. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé qui vraiment s'est montré très pédagogique avec une explication du capitalisme pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel. Tu as fait un effort d'explication et de pédagogie formidable et du coup il y a pas mal d'intervenants qui demandent s'ils pourront avoir accès au texte de ton intervention puisqu'apparemment tu l'as écrite. Je te propose voilà, d'envoyer ton texte à l'adresse mail de Se Fédérer. On le redistribuera aux signataires puisque c'est vrai que cette présentation très pédago de la logique, de la plus-value, était particulièrement limpide, mais en même temps très dense. Donc, il y en a certains qui voudraient pouvoir avoir accès à ton texte, si tu es d'accord. Avec plaisir, évidemment. Ok, c'est super. Alors, on aborde maintenant le dernier exposé de cette première partie de la rencontre. Christian Folliot, si tu es toujours là, c'est à toi
je te passe la parole. Je suis toujours là, donc bonjour à toutes et à tous. Bon, je dois d'abord vous dire qui je suis, peut-être, parce que moi je n'ai pas écrit de livre, je suis pas très connu, c'est le moins qu'on puisse dire. Une première vie dans les systèmes d'éducation, formation pendant une vingtaine d'années, et puis ensuite une seconde comme économiste et institutionnaliste, en particulier dans les pays du Sud. 40 ans dans les pays du Sud, pratiquement, c'est-à-dire Haïti, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et 8 ans, 15 ans senior économiste à la Banque mondiale, dont 8 ans à la centrale de la Banque mondiale à Washington. Donc, à la fois une vue, disons, d'un terrain extrêmement difficile en ayant vécu dans les dictatures, et en même temps, disons, une vue au cœur de la bête, puisque j'ai pu voir comment ça fonctionnait, et pour un compagnon anarchiste et qui est très attaché à la non-violence, croyez-moi, ça a été véritablement un numéro d'équilibriste qui a fini par me faire prendre la porte. Bon, ceci dit, ma méthode est peut-être de réflexion, et il faut que je vous la dise en 2 mots. Je ne crois pas au replatage des institutions existantes. Pour ce qui concerne le capitalisme industriel, ça fait 200 ans que des gens très intelligents ont essayé de le réformer et n'y sont pas arrivés. Sauf à vouloir croire qu'on est tous beaucoup plus intelligents que ce qu'ils ont été. J'ai quand même des doutes sur l'issue. Trop de personnes croient pouvoir réformer ce qui n'est pas réformable pour la simple raison que les objectifs des institutions existantes sont tout simplement pas les nôtres. Je t'interromps un tout petit instant, Christian. Fais gaffe quand tu bouges ta feuille parce que ça fait du bruit dans le micro avec tes mains. Attention, voilà, réactive ton micro, parce que là je t'entends plus. Voilà. Tu m'entends comme ça? Voilà, très bien, merci. Donc, je continue à penser qu'il faut d'abord clarifier véritablement quels sont les objectifs des populations, les objectifs fondamentaux, et qu'on arrive à être en accord avec ces objectifs fondamentaux. Parce qu'il paraît qu'Einstein disait que ce n'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais en tout cas, je partage tout à fait cette formule. Donc, le revenu universel, commençons, disons, peut-être par... je vais essayer de porter mes réflexions sur cet élément-là. La première chose, c'est la Convention des Nations Unies, qui affirme les hommes naissent libres et égaux en droit, qui structure, paraît-il, tous les pays qui adhèrent aux Nations Unies, c'est-à-dire la totalité du monde. C'est complètement faux, évidemment. C'est une formule tout à fait théorique, un véritable leurre, qu'il faudrait mieux remplacer par les êtres humains ne naissent pas libres et égaux. Il appartient donc à leur organisation sociopolitique, économique et culturelle de se structurer pour qu'ils le deviennent et qu'ils le restent. C'est-à-dire, ce sont nos organisations politiques, économiques et sociales et culturelles qui doivent s'organiser pour que nous soyons libres et égaux. La première condition d'égalité, et pour avoir vécu dans les pays du Sud dans les conditions les plus difficiles qu'on puisse imaginer, et qui d'ailleurs est la même condition que pour la liberté pratiquement, c'est l'accès pour chaque être humain, sans aucune exception, aux biens et services qui permettent de vivre dans la dignité. Il y en a une quinzaine, ils ont déjà été énumérés très souvent dans les trucs des Nations Unies, justement, mais de toutes les organisations internationales et tout ça. Mais quand on regarde, on en est très loin de la satisfaction de ces besoins fondamentaux, y compris en France. Le dernier soulèvement des Gilets jaunes est là pour nous le rappeler. Donc ça, c'est déjà une première donnée, c'est-à-dire le système économique capitaliste ne satisfait pas ces besoins fondamentaux. Ça, c'est quand même quelque chose aussi sur quoi qu'il faut affirmer régulièrement, même si on le fait disons, de manière sporadique. C'est quelque chose qui est très, très, très important et que tout le monde peut comprendre. D'autre part, un être humain, quand il naît, il arrive sur la Terre, bon, lui, dans les faits, il n'a rien demandé à personne. Et normalement, c'est aux sociétés dans lesquelles il arrive qui devraient assurer, disons, sa vie dans la dignité. C'est ce que font les sociétés qu'on appelle primitives, mais que nos sociétés capitalistes sont incapables de faire. Donc c'est assez curieux, d'ailleurs, on les appelle primitives, et nous, on n'arrive pas à faire ce qu'eux, ils arrivent à faire. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire que des êtres qui naissent, finalement, dans certaines conditions, puissent avoir accès, disons, à tous ces besoins fondamentaux pour vivre dans la dignité. Le troisième élément, c'est toujours, on parle dans le virtuel, concerne la garantie de l'égalité des hommes et des femmes.
Donc il faudrait que ce soit quelque chose qui n'est pas seulement dans les grandes déclarations conceptuelles, mais dans la vie au jour le jour. Cette égalité, elle passe obligatoirement, mais vraiment obligatoirement, par la garantie de ressources suffisantes, sans aucune obligation entre un homme et une femme. Ça veut dire quelque part que si on l'appelle un revenu universel, il doit être individualisé. Mais individualisé, ça doit apparaître dès le premier slogan, c'est-à-dire ça doit pas être, oui, comme c'est universel, de toute façon ça va être individualisé. Comme si ça allait de soi. Et dans les faits, on sait très bien que pour beaucoup de monde, ça ne va pas de soi. Donc, il faudrait véritablement que dans l'intitulé, cette notion, disons, de ressources soit véritablement affirmée comme individualisée. Ce qui permettrait d'ailleurs aux jeunes aussi ayant accès, ayant la majorité au moins, d'avoir une possibilité d'autonomie totale vis-à-vis de leur famille. Je reviens maintenant sur le terme sans condition. Ce terme sans condition semble vouloir dire que tout être humain né sur cette terre aurait droit à des ressources sans aucune contrepartie. Qu'on le veuille ou non, cette formulation sous-entend que quelque part un être humain n'aurait rien à apporter à une société quelle qu'elle soit. Je suis en totale opposition avec cette idée. Pour moi, tout être humain, quel qu'il soit, a toujours quelque chose à apporter à une société quelle qu'elle soit. Penser le contraire, c'est nier son humanité. C'est nier qu'il soit porteur d'éléments positifs qu'il puisse mettre au service de la société. Évidemment, le problème est toujours le même. Les politiques n'arrêtent pas de dire que oui, finalement, les politiques n'arrêtent pas de dire que finalement, les gens n'apportent pas ce qui est nécessaire à la société. C'est surtout qu'ils n'apportent pas ce que les politiques croient nécessaire à la société, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un être humain, à partir du moment où justement il a un revenu garanti, un revenu qui lui permet d'avoir accès à ces fameux, disons, fondamentaux pour la vie dans la dignité, il peut se permettre à ce moment-là, disons, et non seulement il peut se permettre, mais il va dans pratiquement, finalement, il va pouvoir apporter ce qu'il est capable d'apporter, il a envie d'apporter. Bon, donc je vais raccourcir un peu. Pour cela, bon, il a besoin effectivement de lui permettre de vivre dans la dignité, qu'il ne l'oblige pas, mais qui lui permettent de proposer ce qu'il pense pouvoir apporter dans une co-construction dont il assume librement la co-responsabilité de la société. Bon, et ça recoupe le fait que si cette personne-là, effectivement, n'est pas autonome, elle aura d'énormes difficultés à pouvoir participer, disons, dans ce que la société va devoir déterminer comme étant la valeur d'usage que la société doit elle-même déterminer. Donc, pour moi, ce qu'on nomme le revenu universel ou le revenu de base, enfin, disons, cette notion de revenu d'accès est un fondement absolument essentiel au nouveau paradigme qu'on voudrait essayer de construire, même si je pense qu'il faut qu'on essaie de préciser les concepts et les formulations. J'insiste là-dessus parce que je pense qu'il faut être crédible vis-à-vis des populations dès le départ. J'ai été frappé, j'ai suivi bien sûr les campagnes qu'il y avait pour les élections, et beaucoup de personnes se sont lancées autour d'Amont à expliquer, disons, la manière de faire un revenu. Tout ça était très compliqué, beaucoup de personnes n'accrochaient pas. C'est-à-dire, la plupart des gens demandent, avant de savoir comment, ils veulent savoir pourquoi. Et donc de clarifier véritablement des fondamentaux, qui sont des fondamentaux philosophiques. Je suis un être humain, j'ai droit à la totalité, disons, des ressources qui me permettent de vivre dans la dignité. Que je sois un homme ou une femme, j'ai ce droit-là de manière individuelle. Et ça, c'est quelque chose que la société, quelque part, me doit. C'est pas moi qui le dois à la société, c'est la société qui me doit. Même si je vais participer, bien sûr, à la construction de la société qui permettra d'arriver à ça. Mais la société me le doit. Je reviens sur le capitalisme, parce que Dieu sait que j'étais bien placé pour voir comment ça fonctionnait, cette histoire. Le capitalisme, c'est un système d'accumulation et de concentration du capital. En abrégé, moi j'appelle ça le SAC, S-A-2-C, c'est simple. Et comme on dit en créole, sac vide pas campé, c'est-à-dire le sac, si on met rien dedans, il ne tient pas debout. Un sac vide, ça ne tient pas debout. Donc ce qu'on met dans le sac en permanence, c'est du profit. Il faut que le profit soit là, s'accumule, 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 pour faire finalement que le système d'accumulation et de concentration du capital puisse tenir debout. C'est la fonction fondamentale du capitalisme. Point. Il n'y en a pas d'autre.
pour ça, il y a un certain nombre d'instruments qui lui permettent effectivement d'arriver à maintenir cette captation du profit. Ces instruments-là, bon, vous les connaissez, vous en avez déjà parlé. C'est évidemment essentiellement de créer une catégorisation, une hiérarchisation des êtres humains, des rapports dominants-dominés, et d'arriver à faire que finalement, ils conservent le pouvoir pour arriver à continuer à avoir ces systèmes de profit. Bon, sur l'évaluation et l'itinéraire, disons, du fonctionnement des systèmes de profit, on pourrait revenir peut-être plus longuement une autre fois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ces histoires. Il n'est plus nécessaire d'avoir des unités productives pour faire du profit maintenant. Les gens font beaucoup plus de profit sur des systèmes financiers, parce qu'ils n'avaient plus le choix, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, effectivement. Disons, la capacité de profit sur le travail devenant de moins en moins importante, et effectivement, ils se sont déplacés, ils ont inventé la financiarisation pour arriver à pouvoir continuer à faire du profit. Bon, pensez qu'un tel système va pouvoir finalement arriver à dégager les conditions pour faire un revenu, pour donner des ressources suffisantes à la totalité des êtres humains pour qu'ils aient accès aux fameux services fondamentaux, permettez-moi de croire que c'est profondément illusoire. Ça serait demander au système de se suicider. Je n'y crois pas. Et la plupart des propositions que je vois sur, disons, capter de l'argent à partir d'un certain nombre de ressources du système capitaliste, sur les systèmes financiers, sur tous les systèmes, les taxations et tout ça, il n'y a pas une chance sur 10 que ça puisse fonctionner. Ça. Parce que le système se défendra, disons, et arrivera à contourner ces choses-là. Et son obsession, c'est d'arriver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à toujours faire plus de profit. Bon, ce que nous voulons, c'est construire une... Bon, moi, ça m'est égal, anticapitaliste, je ne sais pas, ça m'est égal, post-capitaliste, pour moi, c'est non capitaliste. C'est-à-dire une économie non capitaliste, c'est-à-dire un système qui exclut totalement le profit et les deux fondamentaux, le profit et le rapport dominant-dominé. Donc, c'est à nous de construire des outils qui permettent de gérer une économie où il n'y a pas de système dominant-dominé, ce qui veut dire des organisations sociales et politiques horizontales au maximum. Et la deuxième chose, c'est effectivement éliminer tous les systèmes de spéculation. Bon, tout ça, il faut revoir la monnaie, toutes ces histoires-là, qui pourraient permettre effectivement de faire un système non capitaliste. Donc, si vous voulez, bon, parler de revenu universel, revenu de base, salaire à vie, ou peut-être plutôt d'un accès de tous les êtres humains aux biens et services fondamentaux pour vivre dans la dignité, à mon avis, c'est des choses sur lesquelles il faut continuer à travailler, parce qu'il y a énormément d'analyses que je partage, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a des formulations peut-être qui méritent d'être regardées de plus près, de façon à pouvoir être sûr que les mots ne cachent pas des choses qui peuvent être interprétées de manière différente. Je reviens sur le mot universel. Bon, c'est pas universel pour les Français, c'est universel aussi pour les pays du Sud. Je rappelle que le seul qui ne peut pas s'acheter une chemise en coton comme celle que j'ai actuellement, c'est le producteur neuf, c'est le producteur de coton. Donc, bon, j'essaie de faire court parce que apparemment je vais dépasser le temps. Pour ce qui me concerne, je refuse la notion de redistribution et la légitimation des pouvoirs supérieurs qu'elle implique. Il n'y a pas d'État-providence, il n'y en a jamais eu. C'est la population dans son ensemble qui produit la richesse, c'est sa richesse, c'est pas celle d'un État. Donc une économie d'usage ne doit pas produire de superstructures autonomes, elle produit pour elle-même, pour ses usagers, sans profit. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, nous devons essayer de travailler, parce que c'est facile à dire, mais c'est pas facile, les outils sont un peu compliqués. Par rapport à ce qu'on nomme aujourd'hui le revenu universel, cela veut dire que le nouveau système économique aurait pour première et peut-être unique fonction de produire des biens et services pour la vie dans la dignité de chacun des êtres humains, bien sûr dans un cadre de protection de l'environnement et de la biodiversité. Nous aurons certainement l'occasion d'échanger sur les changements d'organisation sociale et politique que cela impliquerait, mais passer du système actuel, le SAC, à l'économie commun-commun, toute l'économie commun-commun, gérée commun-commun, pour ouvrir les portes à la construction d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire véritablement gérer commun-commun pour la totalité de l'économie. Ok. Merci beaucoup, Christian, pour cet exposé qui nous a fait élargir la perspective vraiment à l'échelle planétaire, avec un internationalisme rigoureux et conséquent.
Alors, on a fait le tour maintenant des 4 exposés, avec parfois des conditions d'écoute un petit peu difficiles, quelques trolls, on en est désolé. Là maintenant, il va y avoir une petite pause. Il est 20h15, on va faire 15 minutes de pause, ce qui permet à chacun de faire la petite pause toilette, manger un morceau éventuellement. Et quand vous reviendrez à 20h30, vous serez affectés les uns et les autres dans des sous-groupes, des petits ateliers de réflexion, discussion, appropriation des notions. Vous pouvez évidemment soulever des objections, formuler les choses à votre manière. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées déjà dans le chat. Il y a notamment la question de comment on articule ces revendications-là de long terme, hein, d'aller vers du salaire à vie, d'aller vers vraiment de l'universel. Comment on articule ces revendications-là aux luttes actuelles hyper urgentes, les luttes pour la réduction du temps de travail, par exemple, le partage du travail, comment ça s'articule avec les perspectives de longue période qui sont proposées par notamment Bernard Friot et le réseau Salariat. De même, aujourd'hui, les luttes très urgentes, c'est tous les exclus du travail, les chômeurs de longue durée qui se battent pour une revalorisation des minima, qui se battent pour une inconditionnalité de ces ressources. Comment on articule ces luttes-là, les luttes hyper urgentes, avec les perspectives de transformation et de subversion totale de l'économie capitaliste? C'est compliqué, en fait, de combiner les luttes hyper urgentes et la pensée du modèle pour la suite. Alors, c'est des choses que vous serez sans doute amenés à discuter dans vos ateliers, celle-là ou d'autres, et dont vous pourrez ensuite faire la synthèse, puisque à l'issue de votre demi-heure de réflexion en atelier en petit comité, il y aura des rapporteurs par petits groupes pour formuler donc des synthèses et des questions adressées aux orateurs que nous avons pu entendre. Et on tâchera donc ensuite à la fin de redonner la parole aux orateurs pour répondre aux objections ou interpellations qui auront été formulées. Voilà, pour l'instant, c'est la pause. Je vous dis, on se retrouve à 20h30 pour le petit travail en sous-groupe.